Salut tout le monde! Bienvenue dans ce premier épisode de tourisme géomythologique. L'hiver dernier, j'ai pu aller faire un petit tour en Martinique à l'occasion du carnaval et je me suis concocté un programme de visites touristiques, géologiques et archéologiques de cette île. C'est parti pour une découverte des curiosités géologiques de la Martinique sur les traces des premiers occupants de l'île. La Martinique est une île volcanique située sur la zone de subduction des Antilles. À l'origine de sa formation, la convergence de la plaque sud-américaine et de la plaque caraïbe dans un processus de subduction. La subduction est le processus tectonique où deux plaques se rapprochent et où l'une plonge sous l'autre. Dans le cas des Antilles, il s'agit de la rencontre entre deux plaques océaniques. La plaque sud-américaine, dans son domaine océanique, plus froide et plus dense, s'incurve et plonge sous la plaque caraïbe à une vitesse de 2 cm par an. Ce plongement provoque de la sismicité et du volcanisme. En ce qui concerne la sismicité, les tremblements de terre enregistrés en Martinique sont associés à deux phénomènes. D'une part, la friction entre les deux plaques induit des séismes interplaques qui sont alignés le long du plan de Vadati-Benioff et se retrouvent à l'aplomb de la Martinique à une profondeur de 130 km environ. D'autre part, la déformation de la plaque sud-américaine qui s'incurve sous la plaque caraïbe provoque des séismes intraplaques, situés entre 30 et 50 km de profondeur et entre 50 et 80 km à l'est de l'arc volcanique. Pour ce qui est du volcanisme, lorsque les roches de la plaque océanique sud-américaine, qui se sont formées au niveau de la dorsale médio-atlantique et ont été hydratées par le métamorphisme hydrothermal induit par le long séjour sous l'océan, atteignent une profondeur suffisante, elles subissent une augmentation de la pression et de la température et se déshydratent. La libération de cette eau entraîne la fusion partielle du manteau de la plaque supérieure et la formation d'un magma visqueux qui remonte à travers la plaque. Ce volcanisme est à l'origine de la formation de plutons et de volcans explosifs. Les volcans issus de ce phénomène s'alignent parallèlement à la zone de subduction et forment un arc volcanique à l'origine de l'alignement des îles de l'archipel des Petites Antilles. Et parmi ces îles des Petites Antilles se trouve l'île de la Martinique. L'île de la Martinique est une juxtaposition de deux ensembles géologiques issus de l'activité successive de deux arcs volcaniques. Les roches issues du fonctionnement du premier arc, l'arc ancien, s'observent à l'est sur les presqu'îles de Sainte-Anne et de la Caravelle. Le second arc volcanique se met en place dans un premier temps au niveau de la partie centrale de la Martinique avec le volcan du Vauclin, puis se déplace vers le nord avec la mise en place du volcan Morne-Jacob. Selon certaines sources, c'est à la fin de cette période que la Martinique aurait pu abriter ses premiers habitants, mais il n'en reste aucune trace. La construction géologique de la Martinique se poursuit avec différents phénomènes volcaniques. Des éruptions de cendres, des nuées ardentes, l'élévation de dômes de la visqueuse formant des pitons comme le rocher du diamant, des lares, des épisodes sismiques amenant des écoulements d'édifices et l'effondrement du Gravenne de Fort-de-France. Enfin, au 1er siècle se met en place le volcanisme de la montagne Pelée qui se poursuit encore aujourd'hui. C'est à cette période que les traces des premiers peuplements sont réellement attestées. Mais avant de parler des premiers peuples, je vous propose de partir à la découverte de quelques curiosités géologiques. Je commence par les terrains les plus anciens de la Martinique, que l'on peut observer sur la presqu'île de la Caravelle. Les terrains présents sur cette avancée de terre la plus à l'est de la Martinique sont les témoins du fonctionnement de l'arc ancien. Classée réserve naturelle nationale, la presqu'île est parcourue par un sentier pédestre, le Grand Sentier, qui est très bien entretenu, balisé et aménagé de panneaux d'interprétation. Dans ma découverte du site, j'ai longé la baie du Trésor jusqu'à la pointe Caracoli. À la pointe, j'ai pu observer une large coulée d'andésite. Au sommet de sa pointe, un superbe conduit magmatique d'alimentation verticale expose une magnifique prismation en gerbe. Le sentier, qui poursuit vers l'Anse-Boisvert, est jalonné de cairns, qui sont constitués de bombes volcaniques et de débris coralliens déplacés par les promeneurs. On peut également trouver le long du sentier des fragments de jaspe rouge, jaune, marron ou même noir. Au sud de l'Anse-Boisvert se trouve un niveau calcaire affecté par des phénomènes hydrothermaux. Il s'agit vraisemblablement de lignes de sources fossiles dont les concrétions forment des stalactites, témoins des anciennes circulations d'eau souterraine dans un système karstique. Tout au sud de la Martinique, sur la presqu'île de Sainte-Anne, se trouve la savane des pétrifications, réputée pour la beauté désertique du panorama géologique. On y accède par la pointe des Salines en longeant les magnifiques plages de Petite et Grande Anse des Salines. La plaine offre une coupe naturelle au cœur d'un volcan effusif basaltique, le Morne des Pétrifications. Les figures d'altération et d'érosion y sont particulièrement bien visibles en raison des conditions climatiques qui y règnent.
La plaine de Brèche et de Tuf est ponctuée de reliefs issus d'intrusions du type filon, tels que des dikes et des sills andésitiques à basaltiques. Le phénomène de palagonitisation, issu de l'hydratation des hyaloclastites, est visible à plusieurs endroits. La savane des pétrifications était réputée pour ses troncs d'arbres silicifiés. Ces vestiges d'ancienne végétation ont été enfouis sous des dépôts liés à l'éruption du Morne et ont été silicifiés au contact des circulations hydrothermales accompagnant l'activité volcanique. Mais le site a été pillé et cela fait bien longtemps que les arbres ne sont qu'un souvenir, dont la mémoire est entretenue par les quelques petits fragments que l'on pourra encore y trouver. Si les arbres pétrifiés ne sont plus là, il reste tout de même de nombreux minéraux hydrothermaux à observer, tels que du quartz, de la chalcédoine et des jaspes. Je quitte la savane des pétrifications pour aller faire un tour au Vauclin à la recherche des roches témoins du fonctionnement du second arc volcanique. En s'éloignant de la plage principale en direction de la pointe Fola et de la pointe Théogène, on traverse un lotissement qui nous permet d'atteindre une petite plage. Cette plage nous permet d'observer deux phénomènes géologiques particuliers de part et d'autre de la baie. Le mieux étant encore de longer la côte les pieds dans l'eau pour aller les observer. Au nord, un affleurement montre les figures d'érosion en boule de type pelure d'oignon. On voit très bien le processus d'altération hydrochimique à l'œuvre dans les fentes de retrait entre les unités d'écoulement. Ils pourrissent petit à petit la roche en délimitant des boules jusqu'à une altération et une argilisation complète de la coulée. De l'autre côté de la baie, une petite falaise permet l'observation d'une coulée de lave sous-marine, témoin du dernier stade d'édification de la chaîne volcanique Vauclin-Pitot. À l'affleurement, quelques tubes indiquent le sens d'écoulement de la lave, et certaines coulées perpendiculaires au front de mer permettent l'observation des pilolavas en coupe transversale avec leur belle prismation radiale. À certains endroits, j'arrive à distinguer la vitrification de la bordure des pilolavas, témoin de l'effet de trempée entre l'eau et le magma. Il s'agit de hyaloclastites qui forment comme une gaine autour des coulées. Le choc thermique de l'effet de trempée a engendré un refroidissement explosif de la lave. En se rétractant, la lave a éclaté, et les fragments et éclats de verre volcanique se sont ensuite consolidés sous la forme d'une brèche. L'intérieur de la coulée, protégé par cette gaine de hyaloclastite, a refroidi plus lentement et a formé un ensemble de prismes polygonaux dits en structure de peau d'éléphant. En remontant le long de la côte est, j'atteins Sainte-Marie, où la marée descendante permet l'observation d'une curiosité géologique, le tombolo de Sainte-Anne. Ce cordon de sable de 200 mètres relie l'île Sainte-Marie à la Martinique. Il se met en place grâce à l'influence climatique de l'anticyclone des Bermudes et du relief du lieu. Entre novembre et avril, les vents et les courants se heurtent au littoral et la réfraction du train de vague permet le dépôt du sable et des sédiments pour former un lien entre l'îlet et l'île. Ce phénomène est temporaire et le cordon de sable disparaît pendant les mois d'été avant de se reformer à nouveau à la saison suivante. Mon dernier arrêt est bien sûr la montagne Pelée. Pour un géologue, comment venir en Martinique sans faire l'ascension de ce volcan particulièrement important dans la communauté scientifique? En effet, l'éruption de 1902 a été la première éruption volcanique étudiée et décrite scientifiquement. Les études qui ont été menées ont permis l'émancipation de la vulcanologie et son développement en tant que branche indépendante de la géologie. La montagne Pelée s'est formée par l'emboîtement de 3 édifices formés durant 3 phases successives. Le volcan primitif s'est formé par-dessus l'édifice du Morne Jacob il y a environ 300 000 ans avec l'émergence de plusieurs monts, le mont Macouba, mont Plumet, Morne Galbas et Morne Essente. On note également la mise en place de coulées pyroclastiques à l'origine de la formation de brèches et quelques coulées andésites. Pendant plus de 100 000 ans, le volcan s'érode et les vallées se creusent. La deuxième phase, il y a 40 000 ans, est marquée par un volcanisme de nuées ardentes qui comble les vallées entre les différents monts avec des dépôts de blocs, de scories et de produits volcano-sédimentaires. Cette phase voit également l'effondrement d'une partie de l'édifice. Un paléolac aurait fonctionné à cette période et permet de dater cette phase. La dernière phase, qui a vu la mise en place de l'édifice récent, a commencé il y a 13 500 ans. Sont observés une succession d'une trentaine d'épisodes éruptifs, avec des nuées ardentes très importantes, des éruptions de ponces, de scories, de bombes en croûte de pin et la mise en place d'un dôme de lave visqueuse. En 15 000 ans, la montagne Pelée a produit au moins 30 éruptions majeures. D'une part, les éruptions péléennes, à dôme de lave et nuées ardentes, qui surviennent avec une fréquence de 100 à 500 ans. D'autre part, les éruptions pliniennes, avec des éruptions verticales, produisant des coulées de ponces, de cendres et de blocs, et revenant tous les 500 à 1000 ans. Une des premières éruptions dont on peut retrouver la trace et faire le lien avec les populations est celle de l'an 295, dont les témoins sont visibles sur le site archéologique de Vivey. Une autre éruption majeure est survenue au XVIe siècle, juste avant l'arrivée des navigateurs français, en 1635.
Après l'arrivée des Européens, 4 éruptions ont été observées et reportées. 2 épisodes phréatiques et 2 épisodes péléens, dont l'éruption qui a tant marqué l'île, celle de 1902. J'ai pu faire l'ascension de la montagne Pelée depuis Morne-Rouge. Durant la randonnée, j'ai pu apprécier les différentes formations géologiques, quelques affleurements, la vue sur la caldeira, les vestiges de l'aiguille et les différents panoramas vers le prêcheur. À cause du vent, je ne suis pas montée en haut du cône de 1929. Certains passages ne sont pas évidents, mais une fois les pans de nuages dissipés, le panorama vers le prêcheur vaut largement les quelques difficultés de la balade. Si vous voulez un petit conte sur l'éruption de 1902, venez écouter l'histoire d'Erzuli, ça se passe ici. Le peuplement de la Martinique est supposé il y a moins d'10 000 ans, en lien avec les observations faites dans le reste des Antilles. Mais la présence d'occupation n'est attestée qu'au 1er siècle. Les populations amérindiennes auraient donc vécu durant la phase d'édification récente de la montagne Pelée. Les études qui y ont été menées ont permis de retracer l'histoire de ces peuples ayant vécu au pied du volcan. Selon Mario Mattoni et Maurice Nicolas, 2 peuples majeurs se sont succédés et ont cohabité en Martinique, les Arawaks et les Caraïbes. Ces termes sont encore largement utilisés pour évoquer les différentes populations ayant occupé la Martinique. Cependant, Louis Haller propose un autre modèle de regroupement des populations. Le premier âge est l'âge pré-céramique, mais celui-ci est peu documenté. La première population dont l'occupation a marqué la Martinique sont les Amérindiens de période saladoïde. Les sites du Lorrain, La Salle et Font-Brûlé témoignent de leur présence. Le site de Vivey, qui a fait l'objet de fouilles archéologiques entre 1996 et 2001, présente une interruption d'occupation avec une couche d'abandon recouverte par un niveau de cendres, témoin d'une éruption du volcan datée du IIIe siècle. Cette interruption d'occupation est à mettre en lien direct avec l'éruption de la montagne Pelée de 295. L'éruption aurait pu décimer les populations ou tout du moins les inciter à un changement de vie temporaire moins proche du volcan, car suite à l'éruption, les traces d'occupation d'Amérindiens saladoïdes se perdent pour ne revenir qu'autour de l'an 400. Le retour des Amérindiens, dit de culture saladoïde modifiée, est observé préférentiellement au sud de la Martinique, notamment sur les plages de l'Anse-Tarot ou de Diziac, proches du Rocher du Diamant, dans une zone plus éloignée du volcan où elles sont datées du IVe siècle. Mais quelques sites subsistent au nord, par exemple le site de l'Anse-Céron, daté du 5e au 8e siècle, qui témoigne des occupations de population et qui fut recouvert successivement par des éruptions du complexe Pelée. Se distingue ensuite la période traumassoïde, puis la période soisoïde. Ces populations ont vu l'arrivée des navigateurs occidentaux. Au XVIe siècle, le volcan entre en éruption. Cette éruption aurait été associée à la manifestation de la déesse Pelée. Les croyances qui nous sont remontées de cette période associent l'activité volcanique à une déesse aux cheveux de feu. La déesse, très susceptible, frapperait le sol de son pied lorsqu'elle serait en colère, provoquant tremblement de terre ou éruption volcanique. Cette éruption se serait produite juste avant l'installation durable des Européens en 1635. Selon certaines sources, elle aurait détruit une grande partie de la végétation des pentes du volcan et donné un aspect dénudé de son sommet et de ses pentes, d'où son surnom de montagne Pelée. Les Amérindiens sont progressivement repoussés, chassés, décimés par les conflits guerriers et les maladies introduites par les colons, ils finiront par disparaître. La légende veut que lors d'un des derniers raids punitifs, les représentants des tribus amérindiennes se seraient retrouvés pris au piège et auraient sauté du haut d'une falaise pour échapper aux colonisateurs. Dans cette fuite sans espoir, les dernières paroles du chef auraient alors prophétisé la vengeance de la montagne de feu. Certains ont fait le lien entre cette malédiction et l'éruption qui détruisit Saint-Pierre en 1902. Les peuples de cette période auraient fonctionné avec une organisation sociale rassemblée autour d'une maison collective où les croyances et les connaissances étaient échangées. Les croyances se rapportaient aux esprits et s'exprimaient au travers des émis. Les émis sont le plus souvent associés à la culture du peuple amérindien Taïnos et ils font partie intégrante de la vie spirituelle et sociale des peuples amérindiens. Ils se présentent sous plusieurs formes, mais celle qui m'a intéressée est celle des émis trigonolithes. Il s'agit de pierres à 3 pointes, gravées de motifs anthropomorphiques ou zoomorphiques. Symbole de sagesse et de pouvoir, leur rôle était d'apporter protection, fécondité, santé, fertilité des terres et prestige guerrier. Il me plaît à penser que si les émis à 3 pointes offrent une apparence de montagne miniature ou de volcan, ce n'est peut-être pas par hasard, même si je n'ai trouvé aucune théorie qui aille dans ce sens. Je n'ai pas trouvé de légende amérindienne en lien direct avec l'île volcanique. Mais j'ai trouvé la légende de Gagugena et de Maroukael, qui parle d'une grotte, de l'origine de l'homme, de la création de plantes et d'oiseaux, et du peuplement des Antilles dans un cadre insulaire et volcanique. Ce mythe a été retranscrit par Ramon Pané.
un missionnaire qui participa au deuxième voyage de Christophe Colomb au tout début de l'année 1494. Débarqué sur l'île d'Hispaniola, il étudia les langues et les croyances des Indiens et recueillit les récits mythologiques. Son ouvrage, La relation de l'histoire ancienne des Indiens, est l'unique source d'informations directes que nous possédons sur les mythes et coutumes de ces populations. Ce document a posé les bases de toute la connaissance ethnographique du continent américain. Je vous laisse découvrir cette légende ici. De nombreux sites d'occupation amérindiens se retrouvent dans toutes les Caraïbes. 96 sont dénombrés en Martinique. Durant mon séjour, je suis partie à la recherche des deux principaux sites archéologiques rituels, par comparaison aux sites d'habitation, les sites de Mont-Travail et du Galion, afin d'avoir un aperçu de la culture des peuples amérindiens ayant vécu sous l'influence du volcan. Le site de Mont-Travail est le site de référence d'art rupestre en Martinique. Il a été signalé officiellement en 1970 par Jean Cruzol. De nombreuses études archéologiques y ont été menées, et celui-ci fait actuellement l'objet d'un projet de valorisation. Le site étant en travaux, je n'ai pas pu le voir de mes yeux, mais j'ai pu rencontrer la propriétaire du terrain qui a pris le temps de me raconter l'histoire du lieu. Le site de Mont-Travail est constitué de 5 blocs d'andésite. Les pétroglyphes sont réalisés par piquetage, principalement des motifs géométriques mais aussi anthropomorphiques. 16 visages peuvent être observés, notamment l'être à la bouche en trident dont j'avais vu une reproduction au musée départemental d'archéologie et de préhistoire de la Martinique. Ces gravures sont supposées être en lien avec des pratiques rituelles. Le site du Galion est le deuxième site d'art rupestre de Martinique. Il a été signalé officiellement depuis 1992 par Thierry Létang et a également fait l'objet d'études archéologiques. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le site. Après avoir longé la nationale et manqué de m'embourber dans la forêt lacustre du Galion, je suis finalement arrivée en lisière d'un champ de canne à sucre. J'ai pu observer les roches, mais je n'étais pas assez équipée pour dégager la végétation et trouver les gravures. Malgré le fait que l'endroit ait fait l'objet de travaux archéologiques en 2015, les roches sont déjà largement recouvertes par la végétation. Le site comprend 5 blocs d'andésite gravés ornés de pétroglyphes tracés par piquetage, comme pour le site de Mont-Travail. Leur répartition donne l'impression qu'elles ont pu constituer les étapes d'un parcours entre la côte et le pied des collines. Il s'agit probablement d'un site rituel plutôt que d'habitation, peut-être même aménagé par l'homme, comme en témoigne l'alignement des blocs. Il me plaît d'imaginer que la montagne Pelée faisait l'objet de croyances et que le site du Galion était une étape dans les pèlerinages faits au sommet du volcan afin de comprendre les phénomènes géologiques. Ces deux sites sont majeurs en Martinique et bien qu'ils ne fassent pas le lien direct avec l'activité volcanique de la Martinique, leur datation indique que les populations à l'origine de leur édification ont vécu sous son influence. Mon séjour se termine sur ce volet archéologique. Je terminerai cet épisode de tourisme géomythologique avec cette conclusion. J'ai adoré parcourir la Martinique à la découverte de ses curiosités géologiques, et peut-être que j'y retournerai bientôt afin de continuer mon exploration. Je vous conseille vivement cette destination. Si les sites d'art rupestre ne sont pas encore mis en valeur, les points d'intérêt géologiques sont accessibles et les randonnées bien balisées. Découvrir ces sites tout en cherchant à faire le lien entre la succession des éruptions de la montagne Pelée et les différentes phases de peuplement de la Martinique a été génial. J'aurais tellement aimé trouver le parallèle entre un possible culte lié au volcan et les hémitrigonolithes, ou des détails plus géologiques dans la légende de Maroukel et Gagujona, mais ce sera pour une autre fois. C'était mon premier voyage avec objectifs archéologiques et géologiques. J'espère qu'ils seront nombreux. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo et à lâcher un petit commentaire si le format vous plaît. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain voyage géomythologique.